La plupart du temps, je regarde des films assez extrêmes et c'est également des films inaccessibles. Vous m'avez souvent demandé de vous fournir des sites pour les visionner, chose que je ne veux pas faire pour des raisons que j'ai déjà énoncées. Alors je me suis dit, et si je prenais le site de streaming le plus populaire du moment et que j'y cherchais les films les plus terrifiants pour vous les présenter. Films que vous pourriez évidemment aller voir par vous-même puisqu'ils sont sur un site qu'une très grande quantité de personnes possèdent en 2025. Est-ce que ça vous tente ? Si ce sujet vous plaît, je ferai certainement un épisode 2. Aujourd'hui, on va regarder Creep, film sorti en 2014. On est sur une œuvre très réaliste, très mesurée. J'ai survolé certaines critiques et celles-ci sont plutôt dithyrambiques. Creep est un film à voir et c'est potentiellement le plus dérangeant de tout le catalogue Netflix. On va faire un petit jeu. Je vais vous présenter le film sans vous dévoiler son synopsis. Je vais également vous donner aucun indice sur l'intrigue ou les personnages, de façon à ce que vous découvriez cette œuvre complètement à l'aveugle. C'est pas pour rien que j'ai envie de faire ça, je vais vous le dire après. Mais sinon, je pense que j'ai tout dit. Alors, sur ce, bon visionnage. Le film commence par cet homme qui s'appelle Aaron. Il se filme en voiture. Celui-ci se rend chez un homme pour un job qui consiste à le filmer durant une journée complète. Arrivé sur place, Aaron se rend compte que l'homme n'est pas chez lui. Et soudain... Bon, désolé pour ce jumpscare. Dans ce film, il y en a quand même beaucoup. Je vais vous en montrer le moins possible. C'est clairement une première interaction très bizarre. Quoi qu'il en soit, voici Joseph, un homme qui semble un peu niais et socialement dérangé. Il explique que c'est sa maison de vacances et qu'il a fait appel à un vidéaste pour le filmer durant une journée entière, de façon à créer un petit enregistrement que son fils pourra visionner une fois grand. Il explique vouloir être filmé dans sa plus grande authenticité, pour le meilleur et pour le pire. Il finit par nous dire qu'il possède une tumeur dans son cerveau et qu'il lui reste 2 ou 3 mois à vivre. La raison pour laquelle il désire faire un film pour son enfant. Après ces premiers instants gênants, Joseph va au bain et désire se faire filmer. Alors, je vous laisse vous mettre à la place du caméraman. Tu rencontres un gars pour la première fois pour un job au fin fond de la forêt. En 5 minutes, il te fait sursauter, il te raconte qu'il va mourir et il prend un bain à poil à côté de toi. Excusez-moi, mais il y a de quoi être très mal à l'aise. Et c'est rien du tout comparé à ce qui s'en vient. Dans le bain, il commence à pleurer car il a peur de son destin funeste et change complètement d'attitude pour faire un deuxième jumpscare à Aaron. Ensuite, ils partent en forêt, Joseph s'enfuit et fait encore un jumpscare à Aaron. Joseph arrive une 3e fois à calmer la situation face à un Aaron qui est visiblement très patient. Ensuite, Joseph trouve un trou dans un rocher en forme de cœur et lui dit que c'est un miracle. Je vous l'ai pas encore dit, mais Joseph, depuis le début, est très aimable, on va dire. Il fait plein de câlins Aaron, il lui dit que c'est son pote, il essaie vraiment de le mettre à l'aise, mais ça provoque visiblement l'effet totalement inverse. Ils vont aussi se baigner. Bon là, je t'avoue que je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire, et visiblement, le malaise semble se dissiper. Ils vont ensuite manger dans un restaurant, et Joseph, toujours aussi intrusif, demande à son interlocuteur de lui raconter un événement honteux de sa vie. Bon, Aaron ne veut pas trop jouer le jeu, mais il finit par dire que quand il était plus jeune, il mouillait son pantalon, notamment lorsqu'il était à l'école, etc. À son tour, Joseph lui partage un événement dont il a honte et le moins qu'on puisse dire c'est que ça fait un peu peur. Je vous avoue qu'à ce moment-là du film, je comprends tout simplement pas pourquoi Aaron ne s'est pas cassé. Surtout que l'excuse est plutôt bancale. En gros, Joseph, il dit qu'il avait peur de le rencontrer. Alors, prendre des photos de lui, ça lui faisait sentir qu'il connaissait déjà Aaron. Et du coup, ça l'a rassuré. Genre, bon, c'est quoi cette excuse pourrie? Après le restaurant, il fait nuit. Et Aaron fait savoir à son compagnon qu'il désire rentrer chez lui. Malgré tout ce qu'il lui a fait, Joseph arrive à le convaincre de rester pour prendre un verre avant de partir. Et c'est un truc que je trouve intéressant dans ce film. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, être victime d'une situation très gênante et vous contraindre à rester dans celle-ci pour pas froisser les gens? J'ai l'impression que c'est un truc social qu'on a tous vécu au moins une fois. Ça me fait penser à ce mème qui dit je fais semblant d'écouter le fou du bus pour ne pas qu'il me tue. Et tu restes dans cette situation parce qu'en fait tu sais pas où te mettre et aussi parce que en fait t'as peur de la réaction de la personne en face. Et du coup ça crée un énorme malaise. Et pour le moment je trouve que le film utilise très bien ce sentiment vis-à-vis du spectateur. Vous regardez ce film, dans tout ce qu'on vient de voir là, vous êtes extrêmement gêné. Plus tôt dans le film, Joseph montrait à Aaron ce masque qu'il appelle Peach Fuzz. Cette information trouve sa pertinence à ce moment précis, lorsqu'il fait une confession à Aaron. Accrochez-vous,
Il lui dit que sa femme, enceinte, qui se nomme Angela, a été surprise par lui-même à regarder des films pour adultes animaliers. Donc, il a acheté ce masque de loup pour, selon lui, pimenter leur vie sexuelle. Résultat, au beau milieu de la nuit, il l'a violée avec ce masque. Si vous vous demandez pourquoi l'écran est noir, c'est car Joseph ne veut pas être filmé. Après cette histoire, Aaron a bien évidemment envie de rentrer chez lui. Enfin, il prend des bonnes décisions. Mais comme par hasard, il ne trouve pas ses clés. Je me demande bien où est-ce qu'elles sont. Et Joseph, opportuniste, lui demande de passer la nuit. Finalement, notre protagoniste joue le jeu et accepte, et drogue Joseph. Je sais pas d'où il sort sa drogue. Voilà, on va dire que c'est la magie du cinéma. Il fouille dans les poches de Joseph endormi, mais les trouve pas. Par contre, il trouve son cellulaire, qui se fait justement appeler par une certaine Angela. Et à ce moment-là, je vais vous stopper. Selon vous, est-ce que Joseph est un gars dangereux? Écrivez en commentaire à ce moment-là de la vidéo, Joseph cool ou Joseph pas cool? Et on en vient à la raison pour laquelle je vous ai rien dit sur le film avant de le commencer. Parce que la première partie joue sur une ambiguïté du personnage. En gros, on comprend pas vraiment si Joseph est gentil ou pas gentil. Voilà, d'où l'effet de malaise que je vous parlais de tout à l'heure. On sait que c'est un mec socialement très mal à l'aise, mais bon, est-ce qu'il est dangereux? On sait pas, le film a pas vraiment encore répondu à cette question. Et ce qui est décevant, c'est que je trouve que cette ambiguïté du personnage n'est pas du tout ressentie, dans mon cas, quand tu connais un peu la promo du film. Parce qu'en fait, pendant la promo, ça spoil complètement la nature de Joseph, et du coup, toute l'ambiguïté, c'est un petit peu jeté à l'eau. Et du coup, j'ai décidé de vous présenter le film comme ça, pour que ceux qui n'y connaissent rien puissent peut-être ressentir cette ambiguïté. Alors, dites-moi si ça a marché. Okay. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que Joseph est un maniaque? Alors, spoiler alert, oui. Le mec a quand même violé sa femme, qui est également sa sœur. Ah merde, attendez, on n'est pas encore rendu là. Aaron répond au téléphone, Angela est en ligne. Il lui explique qu'il faut venir le chercher dans la maison de vacances de Joseph parce que en fait il se sent pas très à l'aise. Angela, au bout de la ligne, semble un peu confuse. Après quelques explications, elle réfute tout ce qu'Aaron pensait savoir. Joseph n'est pas chez lui, ce n'est pas sa maison de vacances. Joseph n'a pas de cancer. Joseph n'a pas de femme enceinte et il n'a pas de femme du tout. En gros, il a une sœur qui est Angela justement. Celle-ci conseille à Aaron plusieurs fois de sortir de la maison jusqu'à ce que l'appel coupe. Dépité, Aaron retourne dans le salon, mais Joseph n'est plus là. En vrai, j'ai trouvé cette séquence bien cool. Le plan où il descend les escaliers et on voit juste le gars avec son masque dans une position pas du tout instinctive, c'est assez creepy. Les décors à côté qui sont très blancs, gris, inanimés un peu, ça rend l'ambiance super déshumanisante et je trouve que c'est quand même bien réussi. Le film aurait pu se finir là-dessus honnêtement. Parce que la suite de celui-ci, je trouve que c'est pas ouf. On se retrouve quelques jours plus tard et on retrouve Aaron qui est finalement rentré sain et sauf chez lui. Il nous raconte que Joseph s'est enfui dans la forêt après qu'il lui est rentré dedans et que du coup, il a pu partir sain et sauf. Pour la suite du film, on va voir Joseph qui stalk complètement Aaron chez lui. Il lui envoie des cassettes, des colis, il se pointe même en personne dans sa maison. On est sur une succession de situations anecdotiques et un peu ridicules. What the fuck? Aaron appelle la police pour leur dire qu'il a peur, mais en les appelant, il donne aucune preuve, aucune identité, il leur dit même pas qu'il a des vidéos de la tronche du mec en 4K. Du coup, la police disent qu'ils peuvent rien faire pour lui. Finalement, il reçoit une ultime cassette de Joseph, qui s'excuse une énième fois et lui dit qu'il aimerait bien le rencontrer une dernière fois dans un lieu public pour s'excuser et s'expliquer. N'importe quel humain sensé aurait déménagé, mais pas Aaron. Il accepte et va même le rencontrer. Sauf que, plot twist, uniquement pour Aaron, Joseph n'est pas un bon gars. Donc, il s'installe sur un banc, attend. Joseph arrive, prend le temps de l'observer. Il prend une hache. Ça arrive assez brusquement.
Ce qui est plutôt cool, je trouve. Mais j'arrive pas à rentrer émotionnellement dans cette scène. Je trouve que le personnage de Aaron est beaucoup trop stupide. Pourquoi il s'est juste pas retourné? Aaron sait très bien qu'il attend quelqu'un. Alors pourquoi il s'assit et baisse complètement sa garde? Il fait même pas un petit coup de tête, il regarde rien. On voit même Joseph qui parle à la caméra d'Aaron et en gros, il lui dit qu'il est con justement de pas s'être retourné. Le film se termine sur Joseph au téléphone, qui semble proposer un nouveau job à une personne, le même qu'il avait proposé à Aaron au début du film, le filmer pendant une journée complète. Il se fait appeler Bill cette fois-ci, donc Joseph n'était certainement pas son vrai nom. Il dépose la cassette d'Aaron dans un placard rempli d'autres cassettes de ce qu'on devine être d'autres victimes de cet homme. Fin. Le film a une suite et une série télé que je n'ai pas regardé. En somme, c'est un film divertissant, mais sur la fin, il m'a complètement déçu. La première heure était originale, divertissante, stressante, et pour ma part, la deuxième partie était bâclée. Ça a transformé le personnage d'Aaron en un personnage cliché de film d'horreur qui multiplie les choix stupides pour se mettre en danger. Je pense que le concept était beaucoup plus intéressant lorsqu'il isolait les deux personnages dans une maison au fin fond de la forêt. Le côté stalking, le chat et la souris, ça a pas trop marché pour moi. Je conseillerais quand même de le regarder parce que c'est des bonnes émotions de stress et de peur. C'est assez prenant. C'est juste selon moi le scénario qui est pas ouf. Je ne pense pas que ce soit le film le plus terrifiant de Netflix. Je vous laisse me dire en commentaire quel film Netflix je devrais regarder la prochaine fois. Merci à tous.